tous, aujourd'hui au menu Bellastock et ses architectures en terre. Bellastock comme Vladivostok? Mais non, petit incrédule. Il s'agit d'une association d'architecture expérimentale qui étudie le réemploi des matériaux dans le monde de la construction. Il propose donc des alternatives innovantes et écologiques par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire. Parfois de mauvaises habitudes. Alors après avoir abordé l'occupation des lieux avant le démarrage d'un chantier, il est temps d'aborder la suite, non? Le réemploi sur le chantier. Neuf ou réhabilitation, démolition préalable ou terrain nu, il y a toujours quelque chose à récupérer et donc à réutiliser dès le premier coup de pioche. Et dans notre cas précis, vous avez une petite idée? Et si je vous dis top, un matériau de construction commun à tous, disponible pour tous, exploitable par tous, mais surtout économique, écologique et esthétique, je suis la Terre! Bah oui, la Terre, juste sous nos pieds quoi. En octobre 2016, un grand appel à projet intitulé Le Grand Paris des déblais est lancé et pose la question de la récupération des 43 millions de tonnes de terre excavées que va générer le Grand Paris Express. On creuse, mais on en fait quoi de toute cette terre? Eh bien Bellastock avec Cratère, le Centre international de la construction en terre, en ont bien une petite idée eux. Et pour vous la montrer, ils ont décidé d'organiser un festival expérimental intitulé La Ville des Terres sur le site de leur laboratoire Act Lab au cœur du chantier de l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis. Le temps d'un long week-end, ce ne sont pas moins de 500 étudiants et jeunes professionnels de l'architecture qui vont se confronter à cette matière avec pour ambition de faire jaillir de terre une ville. Bah ouais mec, une ville. Et au passage de montrer à tous le gros avantage de la construction en terre, sa capacité à être totalement biodégradable. Car après, tout va disparaître. La terre, oui, mais pas n'importe laquelle. La terre dite crue, avec le moins de transformations possible. À différencier donc de la terre cuite, évidemment, que l'on retrouve sous forme de briques ou de tuiles. Bref, la terre. Bien sûr, son utilisation ne date pas d'hier. 11 millénaires que l'on construit en terre crue, 11 millénaires que l'on cultive ce savoir-faire avec talent. Des premières traces en Amérique du Sud, en passant aux premières briques de Turquie jusqu'aux grandes villes en terre de la Mésopotamie, la terre a été et restera partout. La terre représente le matériau de construction le plus utilisé au monde, et ce sous des formes aussi diverses que les 190 pays où on le retrouve dans nos maisons. Il faut savoir que plus d'un tiers de la population mondiale vit dans un habitat en terre et que 17% des monuments classés au patrimoine de l'humanité sont en terre crue. Bon, malheureusement, il est difficile pour des petits plans dans les grands de vous faire découvrir Shibam, le Manhattan du désert au Yémen, ou la mosquée de Djenné au Mali, ou même les maisons Tata Songba au Bénin. La question de l'accès et de la protection de nos architectures traditionnelles dans un contexte géopolitique délicat est d'ailleurs un sujet que l'on abordera plus tard. Alors grâce à Bellastock aujourd'hui et à ce triptyque d'émissions parisiennes, nous allons voyager ici et partir à la découverte des architectures en terre et de leur intérêt écologique. A le courage de creuser un peu, la terre est évidemment une matière locale, ne nécessitant aucune importation. Le premier de ces grands attraits écologiques. Un matériau disponible gratuitement donc, et directement sous nos pieds, à environ 30 cm sous la première couche de terre végétale. Faite de sable, de limon et d'argile, ses qualités dépendent des proportions de ces trois éléments. Pour les connaître, facile, il suffit de renverser la terre dans un bocal rempli d'eau et d'attendre, et les trois couches apparaîtront. Il est indispensable de connaître cette composition pour adapter la technique de construction. Une fois la composition de la terre du coin connue, on peut enfin envisager sa transformation en la mélangeant, la tamisant, la broyant, la malaxant. Bref, de bons choix, de mélange, de dosage et de technique de construction, voici la clé. Soit pour éviter le farinage, une construction qui tombe en poussière, soit pour éviter les fissurations. Là, pas besoin d'image. Ensuite, on peut l'utiliser de plein de manières possibles, soit sous forme de matière par exemple. Le pisé, un mélange de terre argileuse et de sable compacté à sec dans des coffrages que l'on retire ensuite. Bauge,
rouge. De la terre argileuse humidifiée et empilée à la main, un petit peu comme de la pâte à modeler. Ou de briques. L'adobe est la BTC, la brique de terre compressée. Un mélange de terre argileuse tamisée et de ciment comprimé sous forme de briques à l'aide d'une presse, puis empilée. Soit sous forme de remplissage. Le torchis. Un mélange de terre argileuse et de fibres végétales, juste utilisé comme ça, ou enroulé autour d'un support, souvent en bois. Et puis d'autres formes possibles telles que des enduits, des mortiers, des barbotines qui ont l'avantage de sécher moins vite que le plâtre ou le ciment. Bref, une matière facile à travailler et à retravailler. Beaucoup de mélanges sont envisageables avec des copeaux de bois ou même de l'urine de bétail et laissent deviner un bel avenir à la construction en terre. Il n'y a qu'à regarder les animaux qui construisent leur nid en mélangeant la terre à leur salive ou excréments par exemple. À la tienne. Pourquoi écolo? Parce que comme on l'a dit, c'est une matière locale. On peut en effet la récupérer sur son propre chantier, les travaux de terrassement ou de fondation en dégageant souvent suffisamment. Mais elle est surtout abondante, son utilisation n'implique pas, comme pour d'autres, l'épuisement de certaines ressources naturelles. Écolo aussi parce qu'elle ne demande pas de moyens technologiques importants ou polluants pour son extraction. Pour sa transformation en produit utilisable, peu d'énergie, peu d'émissions de CO2 et peu de déchets. Elle est 5 fois moins chère à produire que du béton. En gros, l'énergie pour construire une maison en béton équivaut à 40 années de chauffage. Alors qu'avec la même énergie, on construit 10 maisons en bois, mais surtout 50 maisons en terre crue. Ça laisse rêveur. Elle demande peu, voire pas d'entretien, pas d'enduit, pas de peinture et seulement quelques trous faciles à reboucher. Et puis surtout parce que c'est une matière totalement recyclable, ayant peu connu de modification biologique. Soit en retournant d'où elle vient sans laisser de traces, biodégradable quoi, soit en la broyant et en la mélangeant à nouveau à de l'eau pour fabriquer un matériau tout neuf. Convaincu? Non, toujours pas? Bah y a qu'à regarder cette usine mobile de briques. La terre crue est un bon isolant acoustique, surtout quand elle est utilisée aussi bien pour les planchers que pour les murs. En gros, un mur de 20 cm équivaut à moins 50 décibels. Mais surtout, elle diminue la réverbération acoustique et les ondes électromagnétiques. C'est cool, non ? Possède une forte densité qui en fait un véritable atout thermique, en particulier en termes d'inertie. En hiver, elle stocke la chaleur de la journée et la restitue 12 heures après, soit en pleine nuit. Et en été, elle limite les variations de température en jouant le rôle de climatiseur naturel. Une vraie solution pour les climats chauds, contrairement au béton qui est une véritable aberration. Couplé à une bonne orientation des façades et des percements, un bâtiment en terre crue consomme en effet 10 à 40% moins d'énergie qu'un bâtiment en béton. Vous parlez de climatiseur naturel. Eh bien oui, parce que la Terre régule naturellement le taux d'humidité de l'air. Eh bien parce qu'elle est capable d'absorber une quantité d'eau bien plus importante que n'importe quel autre matériau. Plus de 3% de son poids. Une sorte d'éponge naturelle qui absorbe l'eau lorsqu'il y en a trop, apportant confort pendant les saisons humides ou apportant fraîcheur pendant les saisons chaudes. Du coup, les pare-vapeurs ou les ventilations mécaniques ne sont plus vraiment utiles. Et les rhumatismes ou les yeux secs, on n'en entend plus parler. Pour ça, faut quand même respecter un petit truc. N'utilisez qu'un enduit poreux en terre ou à la limite à la chaux. Les enduits non poreux à base de ciment ou de résine synthétique par exemple empêchent l'humidité de s'évaporer et peuvent causer de graves dommages à une construction en terre. Oh bah ça, c'est assez simple, hein.
La terre est une matière saine, dite bactéricide, capable de filtrer certains polluants, mais surtout capable d'absorber les odeurs. Et ça, c'est pas négligeable. Oui, la terre est un matériau qui peut paraître fragile, car sensible à l'eau et au vent. Mais correctement protégées, les constructions en terre crue connaissent une durabilité exceptionnelle. Il faut juste prévoir deux petites choses essentielles. Un soubassement pour éviter les éclaboussures ou les remontées d'eau par capillarité. Sa hauteur est adaptée en fonction de la pluviométrie du site, environ 25 cm dans les régions sèches et un peu plus d'1 mètre dans les régions inondables. Et un bon chapeau, une avancée de toiture suffisamment importante pour protéger de la pluie. Et un petit enduit sur les murs et le tour est joué. Ce sera aussi solide que du béton. La terre offre donc une bonne résistance en simple compression. On peut monter jusqu'à plus de 6 étages par exemple, mais également une bonne résistance en flexion grâce à l'ajout d'éléments fibreux et qui, associés souvent à une structure bois, peut répondre aux normes antisismiques. Qui l'eût cru ? Alors oui, sa mise en œuvre est plus longue et donc avec un coût initial de main d'œuvre plus élevé, mais les malfaçons sont immédiatement visibles. Avec le béton, elles apparaissent seulement 15 ans plus tard et autant vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde s'est barré. Et puis, cette matière naturelle, prolongement du sol, participe largement à l'identité paysagère d'un territoire. Grâce à sa forte plasticité, elle permet une grande liberté architecturale de forme, de couleurs, d'effets. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, alors que la terre crue est utilisée depuis la nuit des temps, elle est considérée comme expérimentale et possède peu d'avis techniques ou de réglementation l'autorisant. C'est en cours, mais il faudrait créer une véritable filière autour de la terre. Car quand on pense qu'une piscine olympique est coulée toutes les 15 secondes dans le monde et que le sable utilisé pour ce béton menace plus de 90% des plages d'ici 2035, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps pour agir. Enfin, si vous voulez continuer à vous dorer la pilule demain.